Hello, salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Super Potion. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'univers des liqueurs et comment dépoussiérer cette catégorie qui est souvent perçue comme vieillissante. Allez, c'est parti. Bienvenue dans Super Potion, votre talk show qui s'intéresse au branding, packaging et marketing des marques de boissons. Je suis Ludovic Mornan, fondateur de Studio Black Sounds, une agence branding et packaging spécialisée dans la filière boissons. Aujourd'hui, nous explorons l'univers des liqueurs avec une jeune marque qui bouscule les codes d'une catégorie souvent perçue comme vieillissante. Artie Spirits propose des liqueurs artisanales françaises qui se distinguent par leur caractère innovant, leur design audacieux et leur profil gustatif moins sucré que les standards du marché. De la surprenante Tomato Spirit à l'élégant Citroncello, en passant par l'intense Une Menthe, ces créations reflètent une vision moderne des spiritueux. On va donc plonger ensemble dans cette aventure entrepreneuriale qui fait souffler un vent frais sur le monde des liqueurs. Mais avant de démarrer, quelques petits rappels. Vous trouverez de nombreux articles tendance 2025 sur le blog de mon agence de communication sur blacksoundsdesign.com/blog. Ensuite, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, activer la cloche et nous suivre sur Spotify, Apple Podcasts si vous préférez la version audio. Pour finir, je vous invite également à laisser vos commentaires sous l'épisode pour partager et débattre sur la thématique. C'est parti. Salut à vous deux. Évidemment. Je suis content de vous avoir. On s'est vu sur le Syrah et puis j'ai pu déguster vos produits. C'était vraiment des petites pépites que j'ai bien appréciées. Donc c'est tout naturellement que je vous ai proposé de venir faire un petit tour sur le podcast. Donc ça va être cool. On va dépoussiérer les liqueurs, ça va faire du bien. Avant toute chose, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, tous les 2 vous présenter, vous et vos parcours respectifs? Yes et merci, pour l'invitation. On était bien contents, de te faire découvrir nos liqueurs et de faire ce podcast d'ailleurs. Nos parcours, ouais, assez simple, tous les 2, mais je vais parler que de moi. Principalement que dans la bière, une quinzaine d'années dans la bière pour des petites brasseries, pour, un grand groupe industriel et une douzaine d'années, j'étais à l'initiative, de la création d'une business unit, qui sans la nommer s'appelait House of Beer, où on était là pour, introduire véritablement les crafts, sur le marché français, notamment avec l'arrivée de Broughton Brewery par exemple. Donc on a vraiment fait partie, du début de l'aventure craft, en France. Je pense qu'on était les premiers avec des marques comme BrewDog à importer, des IPA. Voilà, l'idée c'était de révolutionner, amener de l'innovation à l'époque et ça on en reparlera juste après, c'est un peu l'idée qu'on a eue, dans la liqueur. OK, très bien et pour Ouais. Julien? Donc toi, c'est Ouais, bah, Nicolas, hein, pour, resituer pour les auditeurs, Nicolas Millet. exactement. Ouais. Et Julien, du coup, moi j'ai une vingtaine d'années maintenant dans les produits de grande conso. Je commençais dans le disque, à l'époque où il y a des gens qui achetaient des trucs qui s'appelaient des CD. Ah cool, Plein de gens OK. savent plus du tout ce que c'est aujourd'hui. J'ai bossé dans la cosméto aussi en start-up, après on a été, racheté par Chanel et ensuite je suis parti monter une boîte et ensuite j'ai fait 15 ans dans la bière, en oscillant entre, la grosse maison de Carlsberg France et la petite maison, donc House of Beer, de Carlsberg France aussi. Plutôt sur les fonctions, commerciales et financières, dans mon background. Avec beaucoup de commerce et puis je pense qu'un truc qui nous a beaucoup réunis chez House of Beer, c'est, le côté, passion produit. On vendait pas juste des produits de grande conso et de la bière, on vendait aussi des histoires, on vendait des liquides, on vendait, un savoir-faire et c'est un truc qui nous a toujours tenu à cœur. Je pense qu'on était reconnus pour ça et c'est vrai qu'on a voulu faire perdurer, cette passion pour les produits, aujourd'hui. OK. Donc en fait, vous êtes tous les 2 rencontrés, chez Carlsberg, House of Beers, c'est ça? Exactement, avec des passages tous les 2 chez Carlsberg et d'ailleurs parce qu'on pense quand même à lui, il manque le troisième associé, on est 3 dans l'histoire, Frédéric Renaud et qui lui aussi est un ancien, de chez Carlsberg et qui était vice-président de Kronenbourg notamment. OK, top. Donc 3 profils très complémentaires, parce que Fred plutôt, toute la partie, finance back office, donc Julien plutôt partie sales et moi tout ce qui est plutôt marketing. OK. Et pour resituer au final, House of Beer, c'était le département craft de Carlsberg, c'est ça? Exactement, mais qui agissait indépendamment. Donc il y avait un peu 2 filiales en France, Kronenbourg d'un côté et House of Beer et il s'avère que, House of Beer a fusionné avec, Kronenbourg, il y a un peu plus d'1 an, et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit: «On va se lancer dans une nouvelle aventure».
OK, parce que suite à cette fusion, enfin, vous, ça vous intéressait plus ou vous vouliez voir autre chose? Qu'est-ce qui a fait que vous avez souhaité partir? Je pense que c'est chacun des choix personnels. Moi, c'est plus que j'avais fait le tour, un peu de la bière. C'est presque en plus de l'expérience CHR que j'avais, seule catégorie que je connaissais, j'avais envie de m'intéresser à d'autres catégories. Le marché commençait à être saturé sur la bière et moi, je sais que tu en connais aussi un rayon, pour le coup, sur la bière. Voilà, moi, quand j'avais commencé, il y avait 250 brasseries en France. Je suis parti, il y en avait 2 500. Je pense que j'ai amené une Fois petite 10 quoi. pierre à l'édifice, à l'époque et voilà, et les catégories des spiritueux m'intéressaient beaucoup. Et c'est là après de fil en aiguille, en discutant avec Julien, avec Fred, on s'est dit: «Ben, pourquoi on va pas s'amuser maintenant à notre compte sur un terrain un peu plus vierge, moins saturé, où il y a des choses à faire». Ouais, parce que non seul enfin, toi de ton côté, tu avais le côté bière pour lequel tu as tout le temps travaillé, donc cette catégorie bien spécifique et Julien, pour le coup, il y avait ce côté un peu peut-être, cosmétique qui fait qu'on peut se rapprocher, du packaging design un peu plus luxueux ou en tout cas un peu plus premium, typé spirit. Il peut y avoir un peu le mix des 2. Ouais, on peut dire ça et en tout cas, je pense que c'est vraiment, l'ensemble de nos backgrounds qui nous ont, amenés à itérer et de fil en aiguille, à arriver là où on est aujourd'hui et en fait, je pense que ça, c'est très dû, au parcours respectif qu'on a. C'est très dû aussi au fait que ça fait 15 ans qu'on se connaît, tous les 3 donc c'est un point qui est vachement important, d'un point de vue fonctionnement, mais aussi d'un point de vue, apport de chacun à un trio. Et en fait, on a vraiment, enfin, ça part, comme le dit Nico, ça part d'une discussion, au départ qui est une discussion anodine, qui en entraîne une deuxième, puis une troisième, puis, à un moment de se dire, il y a tout un tas d'étapes à passer si on veut aller vers quelque chose, de réel et de concret. Et les choses se sont fait assez naturellement comme ça, mais, j'insiste vraiment sur, le fait qu'il y a des discussions ou des, des questionnements que certains, fondateurs peuvent avoir, que nous on n'a pas eu, bah, parce qu'en fait il y a des évidences, il y avait des évidences dans, notre mode de fonctionnement de par notre background, donc ça a été, vachement, facilitateur aussi. Donc je spotterai pas un truc ou un autre en particulier, mais vraiment plutôt, un vécu commun et un historique, bah, de nos carrières professionnelles. OK. Donc on peut dire clairement que vos backgrounds, chez Carlsberg, vous ont quand même grandement aidé pour le lancement de cette nouvelle marque, ne serait-ce qu'au niveau réseau. Je pense que vous avez, de fil en aiguille, eu un super bon réseau, peut-être en CHR, peut-être en GMS, peut-être les 2. Ah, Qu'est-ce que ça vous a appris au final tout ça pour, votre lancement de marque? Vous n'êtes pas parti de zéro. non, mais clairement, on n'est pas parti de zéro et c'est vraiment la complémentarité, en fait, de nos expertises respectives, et le fait malgré tout, même si c'était pour un grand groupe, mais de monter, une business unit. Au début, on n'était que 3. On a fait plein d'erreurs. Heu, Ça nous apprend à pas les reproduire et après ça nous a donné un accès aussi à un réseau, ce qui est assez marrant et enrichissant, c'est qu'on a tous les 3 des réseaux, très différents. Moi avec un réseau très CHR, vraiment, sur le terrain, dans des beaux bars à cocktails, et aussi de la distribution. Julien va avoir la distribution, Frédéric, ça va plus être aussi, son réseau avec, je veux dire des apporteurs, d'affaires, quoi, des personnes qui sont déjà, heu, sur des places, reconnues. Voilà, donc on a un réseau au final, qui s'entrecroise et aussi plein d'anciens, collègues qui sont, partis dans d'autres boîtes. On le sait, parce qu'on est dans les liquides, on aime bien, quoi. Il y en a beaucoup qui passent après, dans les spi, dans les softs. Moi, je vois mon ancienne équipe, il y en a aujourd'hui qui sont dans les spi, dans les softs. Malgré tout, c'est beaucoup de richesse, et de sources d'inspiration à prendre et d'échanges. Donc ça, je pense, ouais, ça nous a évité de faire beaucoup d'erreurs. On nous dit souvent qu'on va très vite. Oui, on va très vite, mais c'est grâce à cette expérience, de 15 ans pour chacun et j'ai de l'admiration pour les mecs qui sortent d'école de commerce et qui se lancent, dans la création d'un produit et je me dis que ça doit être extrêmement compliqué. Voilà, nous, on a Ouais. un peu évité, on a réussi à éviter certaines erreurs de par la connaissance, un peu du réseau et on en parlera après parce que ce qui est assez essentiel aussi, c'est cette connaissance de la distribution. En fait, il y a plein d'erreurs qu'on évite, de par celles qu'on a faites, précédemment. Alors justement, tu parles d'erreurs, que vous avez pu éviter, mais tu parles aussi d'erreurs que vous avez faites
en développant ce business unit. Est-ce que vous avez un top 3 des erreurs que vous avez faites, du coup, pour ne pas les reproduire par ceux qui pourraient nous écouter? Ou est-ce que vous avez peut-être hem, des petites histoires, des choses comme ça qu'il fallait absolument pas faire, que vous avez malheureusement fait? Bah, une des grosses pour moi, c'est confier de l'exclusivité, par exemple, à des distributions, parce qu'on peut se retrouver, mains liées, sans promesse, de résultats, et ce qui peut être catastrophique, pour une boîte. Et après, généralement, c'est quand même beaucoup sur la distribution et aussi sur la prod. Sur la distribution, voilà, après c'est un choix à faire, travailler en direct, ou en indirect, notamment dans la bière, et on le voit aujourd'hui, par exemple pour de nombreuses brasseries qui n'arrivent pas à passer le step supérieur parce qu'ils travaillent qu'en direct, et impossible après de passer par la distribution classique à cause, d'une chaîne de valeur qui ne fonctionne plus. Donc ça, c'est des trucs qui s'anticipent, énormément. Mmh. Mais après, je parlais pas la prod. Ce qu'il y a de pire, quand on est, producteur, c'est de se planter, sur des forecasts, sur des prévisions de vente. Voilà, les pires erreurs, c'est la rupture de stock. Et tu vois, pour l'anecdote, ça peut aussi jouer parce que je me souviens quand j'ai lancé Broken Brewery, en 2013, 1 mois après, on est en rupture de stock. Tout venait de New York, donc c'était, 2 mois pour faire venir la bière, et ben, c'est presque ce qui a créé le succès, de Brooklyn. C'est que les gens se battaient pour en avoir vu que les stocks étaient extrêmement limités. Mais tu as le droit à faire cette erreur qu'une seule fois. La deuxième fois, on te fait plus confiance, Mmh. et donc tu perds ses clients. Mais voilà, je pense, les principales erreurs, auxquelles il faut faire attention. Et après, ce qui nous concerne aujourd'hui, ce qui ne nous concernait pas à l'époque, c'est la trésor, c'est le fonds de roulement. Ça va être aussi, plus quand tu es une startup, la dilution de ton capital. Est-ce que tu fais, une levée de fonds? Est-ce que tu mets des actionnaires, derrière toi? Voilà. Donc, ça, c'est des choses qu'on apprend aussi, quoi. Julien moins que moi parce qu'il a déjà connu ça, mais il y a des choses qu'on doit apprendre encore. Ouais, et après, de toute façon, faut partir du principe que des erreurs, on en fera toujours. Après, il faut éviter de les refaire et surtout minimiser les impacts. Et après, je peux te donner 2 anecdotes pour rebondir sur ce que disait Nico sur la partie exclue. Euh, Ne pas avoir une exclusivité avec un client si le client ne joue pas vraiment le jeu, parce que sinon, ça veut dire qu'on est bloqué avec des stocks jusqu'au plafond pour un truc qui est invendable à d'autres. Et ça, on l'a déjà fait pour des anniversaires de grands distributeurs, par exemple, et bah, c'est super à faire. Par contre, une fois que ça se vend pas ou pas comme on voulait, c'est un peu, c'est dommage et puis c'est bloquant. Et, euh, et l'autre gros enseignement, pour l'avoir vécu 2 fois, faut pas vendre un produit qu'on n'a pas. Parce qu'en fait, promettre une recette, un liquide, un packaging, enfin un mix produit global, et quand le jour J, on doit aller le présenter au client et qu'on l'a pas, bah faut trouver une solution. Ça nous est déjà arrivé, c'est une super anecdote qu'on garde parce que ça s'est très bien terminé, mais ça aurait pu très mal tourner aussi. Donc ça, il faut éviter de le faire absolument. Et quand tu dis vendre un produit qu'on n'a pas, c'est antinomique avec, toutes les campagnes de crowdfunding? Ou ça n'a rien à voir? Non, pas du tout antinomique, parce que effectivement, ça fait partie du processus. Quand je dis vendre un produit qu'on n'a pas, c'est plutôt de se dire, ben, en fait, faut prendre une marge de manœuvre. Il peut toujours arriver à un moment sur la chaîne de prod une problématique. Ça peut aller de un souci de production, un packaging qui n'arrive pas, un transport qui se passe mal entre la production et le stockage qui c'est pas au même endroit. Et en fait, faut éviter d'avoir des timings trop short et de dire bon bah ok, je vais rendez-vous chez le client tel jour. Je pense recevoir mes produits 2 jours avant. Bon, marge de manœuvre trop short et ça en fait parfois pris dans l'euphorie de j'ai vraiment envie d'aller présenter mon truc, j'y crois à fond, voilà. Et puis des fois il y a des timings clients aussi qu'il faut respecter au-delà desquels on peut pas aller. Faut quand même prendre de la marge parce que ça peut être catastrophique. Ça peut bien tourner, mais il faut savoir aussi le prendre et avoir du jeu de jambes pour rebondir, mais ça peut être la cata, quoi. OK. Ouais, c'est intéressant. Et pour finir sur Carlsberg ou sur, House of Beers, est-ce que vous avez au final travaillé sur, la sortie de spiritueux ensemble avant de lancer le vôtre? Pas du tout. C'est vraiment une catégorie, complètement nouvelle pour nous. De ce que je sache, il y a pas d'intérêt aujourd'hui,
très peu pour les brasseurs. Sur les spiritueux, c'est vraiment des univers différents, une distribution différente. Et après, ça dépend un peu des pays, parce qu'on le sait, il y a des pays où ils ont aussi un rôle de distributeur, que ce soit Heineken d'ailleurs, qu'on peut le voir avec France Boisson en France, mais où Carlsberg aussi, notamment dans les Nordiques, ça a entièrement la distribution. Donc, ils vont aussi avoir du vin, ils vont avoir des softs. Donc, c'est pas du tout quelque chose qu'on avait travaillé là. Ok, ça marche. Bah, pour en venir un petit peu sur Artist Spirit, sur peut-être la genèse, on peut le voir à l'écran si vous nous suivez en vidéo. Vous avez une phrase forte sur le site qui est là où d'autres suivent, nous innovons. Et du coup, ça semble définir un peu votre approche. Donc, comment cette philosophie s'est-elle concrétisée dans vos produits et dans votre stratégie de marque? Bah, ce qui était hyper important quand on a pensé le projet, c'était de se dire: «On veut pas faire, du me too d'autres marques, et on est prêt à prendre des risques». Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de liqueurs qui sont, pratiquement que des liqueurs industrielles. Si je résume le truc, c'est, on va prendre des arômes, on balance du sucre, voilà, on va faire un truc qui est assez facile à boire et il y a très peu de savoir-faire, derrière et on va tout de suite en faire des produits de masse. Nous, on a vu le truc plutôt, à l'inverse. C'est on a voulu garder cette âme, craft et ce savoir-faire et se dire, en fait, les liqueurs, aujourd'hui, c'est un peu galvaudé, ça a une image, qui est, très vieillissante. C'est soit très vieillissant, soit c'est, des marques, très industrielles et qui sont peu chères. Là, on va ramener du savoir-faire, on va ramener du goût. Donc ça, on y reviendra après sur, nos méthodes de fabrication derrière. Mais on voulait des produits, voilà, qui soient vraiment bons, qui nous plaisent. On n'avait pas du tout envie de se mentir. Si on propose quelque chose, c'est aussi parce qu'on aime. Et après, on le voit, l'innovation, parce que beaucoup parlent de ça et c'est ce qui nous a fait connaître. On a 2 classiques avec citron et menthe et bien évidemment, Tomato Spirit, ou qui est une véritable innovation, dans les liqueurs, et qui pourtant pour nous semblait assez naturelle. Et ce qui est important aussi, c'est de se dire, encore une fois, je reviens au point de départ, on est des passionnés de produits, donc on s'est dit, on s'est pas dit: «On va y aller à coup sûr», on s'est dit: «On ira si on est capable d'amener une valeur ajoutée sur le marché». Et en fait, ça va venir aussi du fait que, bah, on s'est dit: «On veut casser les codes visuels et gustatifs». Alors visuel, je pense que c'est assez facile de s'en rendre compte, quand on voit, nos packaging, l'impact qu'ils peuvent avoir. Et des choses toutes bêtes aussi, mais le fait de mettre une marque par liquide, c'est pas du tout la même approche que de dire: «Je suis distillerie untel» et en dessous, je vais écrire citron, menthe, tomate. Mmh. En fait, ça a un univers qui est, bien plus, puissant, bien plus impactant, alors qui est plus dur à lancer, hein, faut être clair aussi. Ça, c'est pour la partie visuelle. Pour la partie gustative, en fait, le process de fabrication qu'on a et qu'on a choisi, il amène vraiment quelque chose de différent et on a très souvent des gens qui nous disent: «Ouais, moi, je veux goûter la tomate parce que citron et menthe, c'est vu, revu et corrigé» et en fait, on dit toujours la même chose: «Pas de problème, goûtez juste pour vous rendre compte» et là, il y a un effet waouh qui se passe, même sur ces classiques-là. Donc en fait, ça montre que, on a réussi à avoir un twist et qui va amener quelque chose de différent et qui sert la vision globale et la vision globale, elle est de se dire, comme, pour rebondir sur ce que disait Nico, c'est, en fait, nous, on veut décloisonner l'usage des liqueurs. La liqueur, c'est pas juste le truc de papa, de papy, au coin du feu, le dimanche midi ou c'est pas juste le truc, sirupeux plein de sucre et qui est écœurant et d'ailleurs, ce qui est assez, remarquable, c'est que cette vision-là, elle existe en France et il y a tout un tas de pays où elle existe pas du tout et notamment les pays qui ont, une culture du cocktail, donc ça peut être, pas mal de pays anglo-saxons ou en tout cas assimilables, à ces pays-là. Ils ont pas du tout la même vision, vraiment pas. Mmh. Et du coup, c'est marrant parce que vous parlez tous les 2 de Tomato Spirit qui est, probablement votre création la plus audacieuse et moi, c'était mon coup de cœur vraiment du salon et vous l'avez vu, hein, je suis arrivé sur votre stand et j'ai voulu goûter celle-ci en premier parce que forcément, c'est ce qui se démarquait, d'un Franch limoncello ou d'un Jet 27 pour prendre vraiment les plus, les plus, connus quoi, les marques les plus connues pour les auditeurs. Et quels ont été les défis techniques pour transformer la tomate en une liqueur, équilibrée? Et comment est-ce que les consommateurs ont réagi, en le dégustant? Ouais, déjà, plus, en prémisse, toutes nos liqueurs, elles sont faites, exactement de la même façon. On utilise,
matières premières, donc tomates, menthe, citron, où on fait une macération pendant 72 heures. Faut savoir qu'en fait, la majorité des liqueurs aujourd'hui, c'est uniquement de la macération et après de l'édulcoration. Donc nous, on fait première étape de macération pendant 3 jours. OK. Après cette étape, on fait une distillation. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, on l'a pas précisé, on distille tout à Cognac. On a un alambic qui nous est réservé dans une distillerie. Donc distillation. Et après cette distillation, on prend le distillat, on a une réduction très progressive, réduction de 5 semaines, qui est aussi longue, uniquement pour pas venir casser les saveurs, casser les arômes. Donc c'est juste une réduction avec de l'eau osmosée. Et après, on fait une édulcoration. Donc pour la tomate, euh, le process a été assez compliqué. On a essayé plein de choses. On a essayé des tomates entières, on a essayé du coulis de tomate. Ça fonctionnait pas, ça rend beaucoup trop d'eau. Il nous aurait fallu en fait des citernes et des citernes. Et surtout, vu qu'on veut du 100% français, on pouvait pas avoir que de la tomate française. Si l'été, il y a plus de tomates. Et donc, on a trouvé un fournisseur de tomates déshydratées dans le sud-est de la France, ce qui nous permet de pas avoir à respecter les saisons, mais surtout qui nous permet de complètement concentrer les bulles. Donc, on peut produire aujourd'hui, on peut distiller toute l'année. Mais voilà, concentrer ses goûts. Et après, ce qui était intéressant avec la tomate déshydratée, donc qui est réhydratée en fait dans de l'alcool fin, hein, c'est aussi d'avoir une qualité, une constance sur la qualité pour Tomato Spirit, parce que sinon d'une année sur deux, en fonction de l'ensoleillement, quoi, plein de facteurs Mmh. météorologiques, on pourrait avoir des variations. On a vraiment une qualité constante. OK. Et Et, d'ailleurs, et, et puis, oui, pardon, Julien. ouais, non, c'est juste pour. En fait, souvent, on nous dit pourquoi vous n'avez pas utilisé tel type de tomate ou tel type de citron. Alors, notamment, souvent, on nous cite les citrons de Menton. En fait, c'est juste pour avoir une stabilité dans la production. Avoir une matière première qu'on ne peut pas avoir toute l'année ou pas avoir forcément la même matière première, ça va avoir des conséquences derrière sur le produit fini. Et nous, on voulait vraiment apporter une stabilité, toujours le même produit, la même qualité. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous vient de la bière, parce que la bière étant un produit vivant, c'est pas évident d'avoir des produits stables. Et c'était quelque chose de vraiment important pour nous. Carrément, bah, oui et puis, chez Carlsberg et chez toutes ces grosses marques, je suppose que enfin, c'est ça le plus hallucinant et le plus bluffant pour des gens qui ont des marques, craft ou avec des plus petites unités, c'est comment on arrive à faire un volume, à ce point, toujours stable, toujours constant et c'est ça qui est le plus remarquable chez les gros indus, quoi, au final. Ouais, ouais, et qui pour nous est primordial, et ce qui a d'ailleurs valu la peau à plusieurs brasseries artisanales, parce que tu retrouves jamais les mêmes produits. Voilà, et la bière est un produit vivant. Nous d'ailleurs, ce qui nous fait plaisir aujourd'hui, en étant dans les spiritueux, c'est qu'on n'a plus de gestion de DLUO par exemple. On vend nos produits dans 2 ans, c'est pas grave. Le produit aura pas bougé. Mais ça, c'est clair. Bah, on en parlait au tout début. Quelles sont les erreurs à pas commettre quand tu lances un produit? Oui, tu as un problème de qualité, même si ça va faire mal à ta trésorerie, bah faut le bazarder. Tu peux pas te permettre de le mettre en marché Mmh. si c'est pas le produit parfait que tu souhaitais. Et ça, nous, pour les recettes, on a travaillé parce que voilà, on n'est pas ingénieur pour le coup. Moi un peu, mais non, on n'est pas du tout ingénieur, donc on s'est bien entouré. Et je pense que c'est aussi après les secrets de la réussite quand tu lances un business, c'est qu'on a, sans le nommer, Jean-Luc Brault, qui est ancien ingénieur R&D de chez Rémi Martin, qui est là pour confectionner les recettes. On a fait un travail de dingue avec lui pendant 6 mois. Je pense qu'il nous a proposé plus de 50 échantillons sur chaque recette. On a vraiment travaillé ensemble et on est arrivé au résultat vraiment qu'on souhaitait. Et je pense qu'on aurait pu lancer les produits avant, la qualité était optimale, mais il nous manquait toujours un petit truc et on est allé chercher la perfection, en tout cas celle qu'on a ressentie comme la perfection pour nos recettes. OK et du coup, vous avez choisi de produire en France, dans le Cognac, à la Spirit Valley. En quoi cet ancrage territorial est important pour, votre marque, malgré votre positionnement résolument moderne? Bah, en fait, il est important parce que déjà, bah, on a la chance d'avoir un pays de gastronomie, de terroir et de savoir-faire. On est reconnu partout dans le monde pour ça et ça reste vrai. Et donc, chaque région peut avoir une spécificité. Et là, on ne parle pas forcément que des boissons. Pour nous, c'était important d'avoir aussi une caution de ce type-là.
On veut aussi travailler, nos produits à l'export, on les a pensés aussi pour l'export et ça fait écho à ce qu'on disait et on parlera peut-être des usages après, mais donc à l'export, le Cognacé a une superbe image. Par ailleurs, on sait que c'est une région qui souffre, sur la partie cognac, pur, à cause, du contexte, géopolitique, économique international, depuis, 18-24 mois. Pour nous, c'était important aussi de défendre, cette région, de défendre ce savoir-faire. Je vais pas faire de politique ici, c'est pas évidemment pas le lieu et pas faire de chauvinisme basique, mais ça nous paraissait, extrêmement important, de soutenir le savoir-faire français. On aurait pu tout à fait faire le choix de produire, loin, à moins cher. Après, c'est pas dans nos valeurs. Nous, on a, aussi, on s'est mis, parmi les contraintes, qu'on s'est, données, il y avait des contraintes, de casser les codes visuels, les codes gustatifs, mais on s'est mis aussi beaucoup de contraintes sur la partie, RSE, et notamment, la partie, packaging, et ça, on pourra éventuellement, évoquer les formats qu'on a, les autres formats qu'on a à part les bouteilles, aussi. Et donc pour nous, c'était hyper important de voilà, d'être français, d'être naturel, d'être produit en France, et de pas faire des économies de bout de chandelle, mais d'avoir, vraiment, des valeurs, de se mettre des vraies contraintes et de les respecter. Carrément. Et d'ailleurs, parlons du design des bouteilles, hein. Bouteilles en verre 100% recyclées avec leurs imperfections. Vous mettez ce mot en exergue, on va dire, pour raconter une histoire environnementale, tout en étant visuellement distinctif. Comment avez-vous développé cette identité visuelle qui tranche avec les codes habituels des SPI et pourquoi avoir choisi ce type de bouteille, avec un peu des imperfections? C'est ça a pas été un travail, facile, surtout quand tu es 3 et le marketing, c'est marrant parce que c'est une discipline où, tout le monde a une vision et un mot à dire, et notamment le 3e associé. Heu, heu On est parti d'un truc de base où on s'est dit, Julien le disait tout à l'heure, on veut faire 3 marques. On veut pas faire une gamme et juste après c'est liqueur de tomate, liqueur de menthe, liqueur de citron. Déjà on sait pas quel est le produit demain qui tournera le plus? Aujourd'hui, on n'en sait rien. Est-ce que ça sera la tomate, le citron, la menthe? Mais on s'est dit: «Il faut qu'on ait la capacité en fait, que les marques, elles émergent par elles-mêmes». Donc c'est pour ça qu'on a des logos qui sont assez forts. Après on a gardé quand même, une charte graphique dans son ensemble qui est très cohérente et qui permet de rassembler les marques entre elles. Mmh. Moi, je le dis souvent, aujourd'hui, on nous dit c'est Arty Spirit et les gens vous connaissent sous Arty Spirit, mais si demain on doit être connu sous Tomato Spirit ou Citroncello, ça sera presque un succès. Et là, tu montes notre page Instagram, c'est une page Instagram pour 3 produits. Peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, il y aura 3 pages Instagram pour 3 marques différentes. On n'a pas eu cette chance de pouvoir financer 3 boules différents, donc c'est pour ça, on va revenir sur la bouteille, mais on a la même bouteille et sinon, on aurait adoré faire, des bouteilles, avec des formes, différentes et c'est ce que font aujourd'hui, beaucoup d'industriels. On sait pas, par exemple, que Pernod Ricard, le portefeuille de marques qu'ils ont, dessous et notamment dans certaines liqueurs, exactement pareil, pareil dans la bière. Donc voilà, on est parti de ce truc, de ce constat, on veut 3 marques, mais après, comment casser les codes des liqueurs? Globalement, c'est plutôt des packagings très traditionnels, des fois qui peuvent même se rapprocher, un petit peu du vin avec beaucoup d'histoires écrites dessus, des étiquettes qui sont beiges ou sinon si on prend les eaux de vie, ça reste souvent, très classique et là on s'est dit: «Voilà, faut qu'on ramène un truc qui pète». On va ramener de la couleur, vraiment beaucoup de couleur et du contraste, c'est ça aussi, qui fonctionne bien. Et là, ça se voit pas à l'écran, mais on voulait aller chercher de la texture aussi. On a cherché des trucs très complets. C'est un papier qui est gaufré, il y a des vernis sélectifs, il y a de l'or à chaud, il y a une découpe particulière. Il y a un vrai travail, qui a été fait, et on a un infographiste, qui est assez incroyable derrière cette étiquette. On n'était pas parti de ça du tout. Au début, c'était, des bouteilles, plutôt sérigraphiées où le haut supérieur pour Citroncello était tout jaune. Voilà, on avait un truc qui était, encore plus moderne pour le coup, mais on s'est dit: «Ça va pas répondre à notre cible, ça sera pour une cible beaucoup trop jeune».
Donc c'est ça aussi qui est hyper important, je crois, dans le développement d'une marque. C'est se dire quelle va être ma cible demain et comment je vais répondre à son besoin. Donc on a abouti voilà à ce design où on a énormément de un excellent accueil pour le coup parce qu'on se fait remarquer, il vient casser les codes et je pense qu'il est vraiment il représente très bien aussi les produits. C'était important, voilà, c'est d'avoir une cohérence véritablement entre ton design et ton produit à l'intérieur. On n'a pas voulu en surfaire en quelque sorte. On aurait pu mettre beaucoup plus d'or, une bouteille, voilà, avec un moule peut-être plus beaucoup plus travaillé et un bouffon en or. Non, non, c'était pas l'idée. On voulait à la fois un truc premium, mais pas du super premium, et quelque chose qui reste aussi accessible pour tous. Ouais, c'est accessible. Il y a un Et côté vraiment. Il y a ce côté nostalgique, moi, que je ressens. Et en tant que bon millennials, pour moi, c'est typiquement ma cam. Et je me reconnais, en fait, dans ces produits. Ça vient chatouiller un peu cette tendance de. Bah oui, du vintage et du rétro, mais avec une touche quand même moderne, bien pop, bien colorée. Et c'est pour moi, vous avez un step d'avance sur le fait d'avoir pensé à votre architecture de marque comme ça. Parce que clairement, Arty Spirits, j'ai l'impression que c'est du coup une house of brands qui possède bah, des marques distinctives. Donc vous avez fait ce travail de cohérence de gamme pour montrer que c'est 3 produits Arty Spirits. Mais effectivement, peut-être que demain, ça va être la tomate qui va prendre le pas et peut-être que Tomato Spirit, ça sera votre marque phare qui sera vraiment dissociée de tout le reste et peut-être qu'un jour, Arty Spirit ne sera même plus sur la bouteille donc je trouve ça très, très bien mené, la réflexion, branding et marketing sur on ne sait pas ce qui peut arriver, dans le futur. Donc en fait, vous mettez toutes les cartes, vous avez toutes les cartes en jeu là pour tacler tel ou tel produit ou rester une house of brands avec chaque produit qui marche séparément et non, c'est plutôt bien mené. Moi je suis ouais, je suis vraiment, en phase avec vous là-dessus et tu voulais dire quelque chose, Julien? ouais, non, bah, je voulais, oui, alors ça c'est clair et vraiment une logique de cohérence derrière ça. Et puis non, après, c'était le point sur les bouteilles. Pour revenir à ta question sur pourquoi on met en avant les imperfections. Bah, en fait, c'est très simple, hein, nos bouteilles, c'est 100% de verre recyclé, comme tu l'as dit. Elles sont légèrement bleutées et elles sont imparfaites. Pour une raison qui est très très simple, c'est qu'on chauffe moins le verre que pour des bouteilles qui vont être parfaites et vraiment transparentes. Et en fait, les gens ne savent pas forcément, on dit souvent, ouais, le verre, c'est super parce que c'est recyclable, c'est moins d'empreinte carbone et tout. C'est vrai par rapport à d'autres types de packaging, mais il pose quand même une problématique, le verre, c'est qu'il faut le chauffer énormément et donc c'est une consommation d'énergie qui est dingue. Donc nous, en fait, on a fait ce choix-là. C'est pas parfait et en vrai, sur les spiritueux, il n'y a pas de solution parfaite. Par contre, c'est déjà 20% d'économie d'empreinte carbone, ces bouteilles-là, par rapport à la moyenne. Donc, c'est déjà un pas vers une économie ou une empreinte amoindrie qu'on voulait faire. Et après, nous, on a aussi tous les formats bag-in-box qui, pour le coup, là, on a vraiment creusé le sujet pour avoir quelque chose de 100% recyclable, où là, en fait, ton empreinte carbone, elle est divisée par 4 parce que c'est beaucoup plus léger, parce que c'est 100% recyclable pour ceux qu'on a choisis, ce qui était pas du tout la techno la plus répandue. Et donc, voilà, si tu veux, il y a aussi une logique derrière qui est de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre empreinte carbone tout en se lançant. On aurait pu faire le choix et c'était bien plus simple hein, d'adresser ce point-là beaucoup plus tard. Mais en fait, on s'est dit non, en fait, ça fait partie de notre ADN, il faut absolument qu'on vienne avec ça. Et c'est vrai que sur les bibs aujourd'hui qui sont 100% recyclables, on a un accueil qui est super parce que ça nous amène vraiment un discours qui est cohérent, qui est dans l'air du temps et les gens sont aussi en recherche de ça. Top, bah, parfait. Ah, je trouve ça cool et par contre, quand on revient sur le côté imparfait, moins chauffé et cetera, ça reste une bouteille qui fait partie du catalogue d'un verrier ou c'est, quelque chose que vous avez fabriqué, à part entière avec cette volonté de chauffe en moins, où a été le Non, choix? non, ça c'est un verrier qui existe,
Et d'ailleurs, parce qu'on l'assume à 100%, c'est la seule chose qui est pas française dans notre bouteille, mais parce qu'on n'a pas réussi à trouver de variété en France qui pouvait nous faire du 100% recyclé. C'est un Italien? Et ça varie. Non, c'est un Espagnol. Ok. Donc, on réduit encore les kilomètres, qui s'appelle Estal et qui ont fait vraiment une spécialité de cette vision très RSE dans les bouteilles. Il y a plusieurs micro-distilleries qui utilisent ce format de bouteille. Après, voilà, l'idée maintenant, ça va être de la faire évoluer, comment on peut avoir une bouteille personnalisée à nous. Mais on le sait, un moule, ça coûte cher. Donc, ça sera certainement le next step. Ouais. Et après, la logique, elle est de pousser aussi le raisonnement encore plus loin. Aujourd'hui, il y a des gens, des fois, qui vont nous dire: «Ouais, mais pourquoi vous faites pas de consigné?» En fait, le consigné, ça marche pas sur des produits type spiritueux, parce que les rotations sont moins fortes que sur des softs ou des bières. Donc ça, c'est pas une solution. Il faut être clair. Nous, aujourd'hui, on a discuté avec la DELF qui nous dit: «Bah, en termes de réemploi, vous avez fait les meilleurs choix possibles parce que nos bouteilles, on l'a pas dit, mais les étiquettes sont aussi durables, ce qui permet de pouvoir remplir les bouteilles avec les bibes une fois qu'elles sont vides. Donc ça évite de remettre trop de bouteilles dans le cycle et qu'elles partent ensuite à la poubelle au recyclage. Mais c'est clair que je sais pas dire à quel horizon, mais on a aussi une ambition de craquer le code du packaging sur toute la ligne avec des phases de R&D pour demain amener quelque chose qui soit meilleur que cet assemblage de solutions qu'on fait. Et encore une fois, rien nous oblige à le faire. C'est un vrai choix qu'on a fait. On veut vraiment pousser ça plus loin dans le futur. Mais c'est une catégorie de produits sur laquelle c'est pas facile de faire bouger les lignes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les spiritueux, c'est aussi beaucoup représenté par un flacon. Et si t'as pas de bouteille en verre, en fait, t'existes pas dans ce milieu-là. Donc voilà, il faut aussi faire preuve d'une forme de pragmatisme tout en voulant faire bouger les lignes. Ouais, c'est vachement intéressant et je pense justement que votre, communication visuelle là, elle pourrait aussi très bien marcher sur des packaging en papier quoi. C'est pas encore pas encore trop sur le terrain ou d'actualité. On en parle beaucoup, mais ça reste encore des prototypes, hein, les bouteilles en papier. Mais, je vois très bien votre visuel se décliner sur une version papier, sans que ça pose aucun problème pour vous, pour votre identité de marque donc ça aussi, c'est bien senti. Ça serait pas du tout la même chose si vous aviez gravé, une dorure sur une bouteille, enfin ouais, on serait pas dans le même, dans la même catégorie, dans le même, ça serait plus statutaire et un peu moins pop, friendly comme vous l'avez, aujourd'hui, quoi. Ouais, ouais, et ça fait penser, quoi. Ça fait partie, de l'architecture de marque dès le début. C'est qu'on sait qu'on a des marques qui sont presque déclinables à l'infini, qui sont faciles à utiliser et voilà. Et notre ADN, il vient notamment, des typos et des couleurs et on peut s'amuser avec. Donc peu importe le support. Voilà, ça existe pas, en tout cas pas en France, pour les spiritueux, la canette. Mais par exemple, en canette, ça rendrait hyper bien. Mmh. Mmh. Bah, en canette, on peut penser enfin, ouais, vous on peut partir sur une extension de marque, pareil sur votre architecture de marque là, si on voit un produit en RTD, canette, prête à boire, enfin, vous pourriez très bien faire des cocktails, qui se vendent méga bien, enfin, en tout cas, qui sont très jolis et qu'on a envie de collectionner, rien que moi, les petites mignonnettes, elles sont là, elles sont en face de moi, elles sont juste là, quoi, mais elles sont dans mon derrière, quoi. Même si c'est flou et qu'on voit pas, parce que je fais, c'est mon setup qui veut ça, mais en tout cas, elles restent, merci de me les avoir, données pendant le stand, mais elles restent, dans ma bibliothèque, quoi. Je les trouve jolies, ces petites mignonnettes. Elles sont pas encore terminées. C'est cool. Merci. Mais, et si on peut revenir sur le naming, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, et pour avoir discuté avec beaucoup de distributeurs, ils me disent: «Bon, bah, le naming, c'est un peu le nerf de la guerre parce que ton produit, on le voit la plupart du temps» enfin, pour un consommateur, classique, on le voit la plupart du temps d'abord en carte et après en visu, et c'est pour ça, j'en ai parlé dans mes précédents podcasts, notamment avec, la distillerie Charbon avec son alcool de sésame ou avec, The Fétichiste que j'ai publié, la semaine dernière. Hem, c'est des noms qui sont très forts et vous, quel a été votre choix en termes de naming? Le Une Menthe, c'est marrant par exemple, pourquoi Une Menthe par rapport à un nom un petit peu plus funky comme, Citroncello par exemple? Une menthe, ça a été assez facile en fait, celui-ci à trouver. Pour le coup, pas très complexe, mais c'est plus on se disait: «Tiens, quand je suis au bar, bah, tiens, aujourd'hui, je commande un Jet 27», mais en fait, on se dit: «Je commande juste une menthe, je voudrais une menthe». Heu
Et ce qui nous a impressionné, c'est qu'on a réussi à le déposer en marque à l'INPI. Ah ouais? Euh, donc la marque existe. Voilà, ils nous ont juste interdit, ce qu'on comprend parfaitement, c'était de l'avoir dans la catégorie, ça doit être classe 33 pour les sirops. Ouais. Donc on est en classe 32 spiritueux. On a réussi à le poser comme ça et c'était ouais, tu vas au bar, tu peux demander soit une menthe à l'eau, soit une menthe, juste une menthe. Ça nous faisait un petit peu marrer. Il y a un petit côté provoque en fait dans le une menthe, c'est de dire ce serait tellement générique à un moment donné, ce serait tellement dans la tête des consommateurs que ils commanderaient une menthe, en sachant qu'il y a deux menthes dans le produit. Donc voilà, c'est rigolo. Ouais, c'est comme on Voilà dirait une pour poire, quoi. Mais Ouais, c'est ça. mais voilà, mais maintenant tu as une marque, qui a filé derrière, donc on trouvait ça assez cool. Citroncello, ça a pas été, très compliqué non plus parce que là, on s'est dit: «On va faire une réinterprétation française, du limoncello». Donc on a juste fait une traduction et on trouvait que ça c'est fonctionnait très rigolo, bien. au final. Voilà, par contre, personne sait le prononcer, donc il y a peut-être un petit problème, marketing derrière parce qu'on entend souvent, citroncello, citronello. On a très souvent citronello, donc pour ceux qui nous écoutent, c'est citroncello Mm. et On va agrandir la typo sur la prochaine prod, comme ça sera Ou plus alors peut-être visible. changer de nom dans 3 ans, hein, parce que si tout le monde dit Citronello, c'est qu'il y a peut-être un truc aussi, mine de rien. ouais, ouais, mais bon, après, je vois que, Jägermeister a réussi à imposer son nom, donc citroncello, ça sera pas plus dur. Ouais. Et Tomato Spirit, en fait, Tomato étant un nom très générique, on s'est dit on va juste accoler le mot spiritueux derrière parce que tu as tomato sauce, tu as absolument tout, tomato ketchup. Donc nous, on s'est juste dit on va réutiliser en fait les succès des autres, mais sur une catégorie différente, ce qui a fait Tomato Spirit. OK. Et on peut voir sur Et la petite étiquette qu'il y a marqué créé par Jules, créé par Fred, créé par Nico. Vous êtes attitrés une bouteille chacun? ouais, vu qu'on est tous les trois très, très humbles, bah, non, on s'est dit, ouais, on va personnifier un peu les bouteilles et c'était, aussi un peu au goût de chacun. Moi, étant du sud-est, adorant la tomate, voilà, ben, je suis parti tomato spirit. Ouais. Fred est plutôt un consommateur de menthe, et Julien, a priori citron, ouais. Ouais, moi j'adore le citron et après c'était aussi une façon de personnifier les produits et pour nous c'était une façon aussi de mettre de l'authenticité et de la proximité avec les consos. Ils savent qui y a derrière, bah c'est nous, voilà, on a fait ce choix-là et c'est super bien accueilli. Et après c'est pareil, tu as sûrement remarqué qu'il y a un numéro sur chaque bouteille. Bon, évidemment, il y a pas un numéro par étiquette, hein, parce que sinon, on s'en serait jamais sorti. Donc là, c'est pareil, un petit twist sur quel est le numéro. Parce que du coup, c'est ça, c'est ce qu'on voit là, le numéro 2304. Ah, mais c'est vos dates de naissance, c'est ça? Exactement. OK. J'avais pas fait Et- attention. ah, c'était pour la joke aussi, puisque on n'a pas fait, évidemment, hein, on n'a pas fait des bouteilles millésimées et numérotées chacune. Alors, on le fera probablement sur des éditions limitées. Mais pour l'instant, on pouvait pas le faire, donc on a mis ce petit twist là. Pour que ce soit aussi une forme de personnification, et que ça puisse faire rire les gens et qu'il y ait vraiment de proximité, parce que pour nous, c'est vachement important. Ouais, ça Et, humanise, ça humanise la marque. Moi, je trouve ça encore plus friendly maintenant que je connais le le twist. bah, c'est l'idée, hein. Je pense qu'on vit aujourd'hui dans une période où les gens ont besoin d'avoir une proximité avec les marques, en tout cas de les comprendre et de mettre les visages derrière. Et donc c'est aussi ce qu'on a voulu faire. Et c'est aussi, tu vois, la démarche qu'on a ensemble aujourd'hui, elle est pas pour nous de dire: «Ouais, on a fait un podcast, machin, super». C'est pas un truc égotique, c'est juste pouvoir partager ce qu'on pense et notre vision des choses aux gens. Et on est persuadé que c'est comme ça aussi que, on encourage le dialogue. Et encore une fois, c'est bien parce que ça nous permet d'avoir des retours qui sont, des retours aussi authentiques des gens qui s'adressent à nous, qui viennent nous poser des questions, qui, viennent partager, ce qu'ils ont pensé de nos produits, des nouveaux usages aussi, et ça c'est vachement important. Donc c'est pour ça qu'on a mis ces petits twists de proximité, on va dire. Et au final, l'humour, je trouve que c'est là, c'est très bien dosé
et ça pallie un petit peu à la loi Evin, je trouve. Parce que pour le coup, vous transmettez de l'émotion qui est un peu la joie, la bonne humeur et l'humour avec ces tout petites choses, ces tout petits éléments. Mais je trouve que c'est un twist à la loi Evin. Euh, vous êtes vous-même et vous montrez ce côté joie de vivre et fun sans inciter à boire. Et je trouve que c'est un bon pied de nez à la loi Evin. Vous êtes totalement loi Evin friendly, mais on ressent quand même la volonté de kiffer la vie avec vos produits, quoi. Donc, ouais, je trouve ça bien senti. Et ouais, on va peut-être switcher un peu aussi sur le côté sucre, parce que pour moi, quand j'entends liqueur dans ma tête, enfin, mon cerveau devient trop sucré. Là, pour le coup, vous avez 2 fois moins de sucre que la moyenne du marché. C'est sûrement une réponse aux tendances de consommation actuelles, je suppose? Ou alors est-ce que c'est une décision purement gustative, ou un mix des 2? Avant tout, je dirais que c'est gustatif, parce que on le sait, les liqueurs aujourd'hui, surtout industrielles, sont très sucrées, peuvent écœurer et que c'est juste fait, pour conserver, pour maintenir, des goûts, ou pour les faire exploser. Nous, le fait de la distillation, déjà, nous permet, de mettre moins de sucre. Le goût, on va le chercher vraiment dans nos distillats, dans les plantes qu'on utilise, les f ou les fruits. Ça, c'était la 1re chose. Et avant tout, en fait, si on a réduit, au maximum le sucre, c'est qu'on voulait redéfinir les usages des liqueurs. Parce que je pense que la catégorie a souffert de ça aujourd'hui, c'est que les liqueurs, on sait pas comment les boire. C'est un peu, le Dijon, que tu vas avoir chez tes grands-parents. Souvent, bah, Julien le disait encore tout à l'heure, le limoncello, on n'en peut plus, c'est trop sucré, c'est sirupeux, tu as pas spécialement envie. Nous, on s'est dit: «Il faut vraiment qu'on amène des liqueurs où on peut démultiplier les usages». Donc j'entends par là, tant les boire en apéro qu'en Dijon ou en soirée et surtout de façon différente. Donc tout a été pensé pour être bu soit juste sur glace, en fait, les 3 fonctionnent parfaitement comme ça, avec des glaçons et après un petit twist, soit par un zeste, ce qu'on veut. Donc à l'ancienne, Juste pour le avec coup, sur glace? voilà, à l'ancienne, juste avec, un mixeur. Donc là, j'entends plutôt, un tonic, une ginger beer, voilà des mixeurs assez simples et on a la chance qu'il y ait un vrai essor aujourd'hui, des tonics et notamment sur des marques françaises, je pense, là à Aesop avec qui on était partenaire, qui a même un tonic au concombre, donc ce qui va hyper bien marcher avec la tomate. Donc ce qui permet à chacun, de pouvoir se refaire un cocktail chez soi. On l'a vu même avec le gin tonic ou aujourd'hui quand t'as Suze tonic, il y en a plein. Donc, on peut aller se faire un cocktail très simple à la maison et qui fonctionne, très bien et qui sera pas écœurant, pas trop sucré. Et enfin, après aussi, on voulait pour que ça puisse être utilisé dans, des cocktails beaucoup plus sophistiqués et aujourd'hui, on a pas mal de mixologues, qui travaillent avec nous pour nous faire des propositions. Et le sucre, c'était important justement de le retirer si on voulait, démultiplier ses usages aujourd'hui dans la consommation. Et oui, comme tu le disais, le sucre est pas à la mode, même si j'ai cru comprendre que sur la dernière génération, je sais plus où on en est. Ça revient un peu, il y a le guilty, il y a le côté guilty pleasure. Qui fait moins attention, ouais, au sucre, mais pour nous, c'était très important. Et donc aujourd'hui, de toute façon, on n'a pas pu si on avait le choix, on serait descendu encore plus, pour être très transparent. Mais, il y a une réglementation qui fait que pour s'appeler liqueur, on doit être à minimum 100 grammes de sucre, par litre. Donc voilà, on est à 100 grammes pour l'ensemble de nos liqueurs. Et le point qui est vachement important là-dedans, c'est que la distillation, elle a vraiment amené une longueur et une puissance qui permet d'avoir le moins de sucre possible tout en ayant vraiment du goût et de faire tous les usages. Et il y a un point qu'on n'a pas dit aussi. Et souvent, on nous challenge là-dessus en disant, mais attendez, les liqueurs, c'est 18-20 degrés. Vous êtes à 25 et 27. Donc, c'est une hérésie, en fait. Pourquoi vous faites ça? Et en plus, niveau taxe, évidemment, c'est beaucoup plus cher. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on dit décloisonner l'usage des liqueurs, être à 25 et 27 degrés versus 18 ou 20, ça permet d'avoir une tenue et une puissance gustative qui va amener quelque chose de puissant et de convaincant pour les consommateurs sur glace, en mixeur et en cocktail.
Et ça, c'est vachement important de pouvoir arriver aussi vers des professionnels, de leur dire, bah, en fait, avec nos produits, tu peux couvrir tous les usages. Donc, tu as pas forcément besoin de démultiplier tes produits en DAC-bar. Tu vas aussi, par exemple, pouvoir, tu un bar à cocktail plus plus, bah, tu vas pouvoir faire des choses très fines parce que la distillation, ça amène de la finesse au liquide. Tu vas avoir des recettes qui sont très fines, qui sont pas bourrines, que tu vas pouvoir vraiment valoriser sur ton bar à cocktail. Mais par contre, si tu as un bar aussi où tu fais pas de cocktail parce que c'est trop long, parce que c'est pas ton ADN, mais que tu veux pouvoir envoyer quand même un drink qui est sympa et qui fait l'effet d'un long drink, bah nous, on a la tenue et la puissance pour le faire. Et juste avec un mixeur, ça fonctionne aussi. Donc c'est aussi d'amener quelque part une logique économique, et il n'y a pas de gros mots quand je dis ça, aux professionnels du CHR pour avoir un usage qui peut être différent de ce qu'ils ont aujourd'hui. Super intéressant. Et vous parliez tout à l'heure de que vous aviez déposé une menthe, mais pas dans la catégorie sirop. Moi, quand je pense à liqueur, je me dis et quand je pense aux tendances de consommation actuelles, avec le boost du sans alcool, je me dis: liqueur sans alcool, sirop, du coup. Est-ce que c'est des choses vers lesquelles vous souhaiteriez tendre? Heu, Aujourd'hui, on regarde, on a plein d'idées. Est-ce que ça va être une nouvelle recette? Est-ce que ça va être du sans alcool? Mais c'est vrai, on pourrait dire une liqueur sans alcool, en fait, c'est du sirop. Mais non, parce que si jamais on devait le faire, on ferait forcément, une distillation en amont. Hem et contrairement à beaucoup de spiritueux sans alcool qui aujourd'hui, pareil, bon, on le voit sur les gins, c'est de la macération, il y a pas d'alcoolisation derrière et très vite ça devient, de l'eau un peu, je sais pas comment je fais, Infusé voilà, parfois. de l'eau infusée, tu Oui, as totalement. aucune teneur, tu as pas de substance. Donc nous, l'idée, si on le faisait, parce que c'est des choses forcément, hein, dont on parle et on a de la demande, là-dessus, c'est de se dire, voilà, il faut qu'on arrive à trouver, le bon process pour avoir une qualité, égale à nos liqueurs avec alcool. Si c'est pour faire quelque chose qui sera pas bon, ça servira à personne et encore moins la marque et pas les consommateurs. Qui a un sujet vraiment de puissance gustative sur le sans-alcool qui est vraiment difficile. Encore une fois, nous, on va pas se départir de nos valeurs et de notre ADN. Donc, c'est pour amener un truc court qui tient pas, bah, on le fera pas. Et il y a une autre grosse question qui est la stabilité et la durabilité, le vieillissement du produit sur les sans-alcool. Et ça, c'est un vrai sujet. Tu peux pas demain, enfin, tu peux pas, ça existe, mais on se voit pas d'aller vendre une bouteille de 70 centilitres, 35 euros à des consommateurs pour que, en fait, au bout de 3 semaines ou un mois, elle soit plus consommable. Parce que sinon, ça appelle à une forme de surconsommation dans laquelle on veut pas forcément aller. Ouais, Et totalement après, tu as une d'accord. question de marque. Tu as aussi une question de marque. Aujourd'hui, est-ce qu'une marque avec alcool a vocation, à faire du sans alcool? Moi, j'en suis pas convaincu. Je suis plutôt tendance à dire, une marque, un besoin ou une demande, en quelque sorte. Heu, donc voilà, c'est des choses, c'est vraiment des choses auxquelles on réfléchit. C'est comme, on a plein d'autres idées de recettes et tu vois, pour l'anecdote, à la base, quand on a lancé, Arty Spirit, on avait un quatrième produit, c'était un bitter de basilic, mais qui était, fait pour, être utilisé comme un petit Angostura, notamment sur un tomato spritz pour éviter d'avoir, du basilic frais, smashé, à mettre. Dans le spritz et ben, on n'a jamais réussi à trouver, la recette qui nous convenait. Je pense qu'on a fait une soixantaine de tests, mais on n'arrivait jamais à retrouver la fraîcheur. Donc ça on l'a abandonné. On voulait aussi une, liqueur de grains parce que c'est au début, on s'était dit: «On va faire, une liqueur de fruits, une liqueur, d'herbes et une liqueur d'agrumes et une liqueur de grains» pour vraiment, répondre, à tous les besoins. Voilà, le grain, on n'a pas trouvé, quoi, c'était notamment du café. Il y a pas de café en France, donc on s'est dit: «Voilà, on va pas faire cette recette». Donc là, voilà, il y a plein de trucs dans nos têtes. Je pense qu'il faut pas trop se diversifier non plus. Il faut mieux déjà bien installer nos marques, gagner la confiance. Je pense que c'est ce qu'on est en train de faire des distributeurs, des consommateurs et après on va se pencher, sur de l'innovation. Et justement, pour bien installer cette marque, tout le monde voudrait être le prochain, Spritz ou Negroni. Le vôtre, ce serait un cocktail à la tomate qui pourrait être, un petit peu hypisé, ou même distribué dans les avions ou ce genre de choses. Enfin, est-ce que vous l'avez trouvé ou pas encore ce cocktail Arty Spirit qui peut faire décoller la marque, Là
On travaille avec beaucoup de mixologues différents en ce moment. On sait que si on veut qu'un cocktail explose un jour, faut qu'il soit assez simple en réalisation. Et Spritz, ça a été un succès incroyable. On peut le voir aussi ces derniers temps avec l'espresso martini. Au Mm. final, il faut juste quatre ingrédients. Voilà, quelque chose dont on parlait pas du tout ces dernières années. Et en l'espace de 2 ans a explosé. Parce que là, on a des mixologues aussi qui nous font des trucs qui sont incroyables, mais il y a 15 ingrédients dedans. Donc, tu pourras jamais le reproduire et tu seras jamais servi en brasserie. Donc, on travaille vraiment voilà, sur ces deux pans-là. Est-ce que ça sera tomate? Je sais pas. C'est celui qui a le plus de chances un peu d'émerger parce qu'on est les seuls aujourd'hui sur le marché. Mais là, on a eu des propositions, notamment avec le citron de Cello sur des réinterprétations de Margarita avec du mezcal. Le truc, Mm. c'était vraiment une bombe gustative Ça, me assez impressionnant. ça me donne envie. Euh, Ouais, ouais. Et citron marche, de par sa puissance et de son acidité, marche avec énormément d'autres spiritueux ou d'autres ingrédients, ou un sidecar avec du cognac, par exemple, ça fonctionne très bien. Tomato, moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à travailler. C'est plus autour du tomatini avec vermouth, peut-être gin, vodka. Tomate, faut savoir que ça se marie très, très bien avec tout ce qui est herbacé. Donc, soit un gin, hein, par exemple. Mais sinon, après, avec une feuille de basilic, là, on a eu un MOF qui nous a fait une proposition juste en mettant de la roquette dedans. Et ça ramène voilà quelque chose d'assez tranchant. On pourrait très bien mettre du jus de cornichon ou du vinaigre. Ça va fonctionner. On sait qu'il y a une tendance sur les cocktails salés. Voilà, à populariser, ça va être encore très très long. Ça. Donc c'est pas forcément l'idée, mais se dire on va avoir des signatures, oui, des sur chacune des liqueurs. Oui, c'est un gros travail qu'on est en train de faire. Et après, ça va passer avant tout par le conso. Nous, on s'inspire beaucoup de ça. C'est pour ça qu'on est beaucoup en salon, on est beaucoup sur le terrain. C'est très important pour nous. Et on va pas faire passer ça sur des panels consommateurs qui connaissent pas nécessairement les cocktails. Non, on va dans les bars, on fait des soirées, on s'entoure d'experts pour aller trouver demain un peu le cocktail pépite pour chacune de nos recettes. Et qui devra être à un moment donné un truc qui fait plaisir dans le réseau CHR et qui est reproductible chez les gens. Parce qu'en fait, nous, on n'est pas des élitistes, on n'est pas. Ce qu'on veut, c'est que demain, tu fais un apéro, tu fais un barbecue quand il fait beau chez toi, tu es avec des potes, la famille, et tu veux boire un truc cool, qui est sympa, qui est dans l'air du temps, bah, il faut que tu puisses le reproduire facilement. Et donc, si on va chercher des ingrédients trop sophistiqués ou des cocktails sur lesquels il faut absolument du matériel pour les faire, c'est très cool pour une partie de nos clients, mais ça marchera pas pour tout le monde. Donc, on a beaucoup de réflexions autour de ça aussi. On sait aussi que la consommation, elle sera différente en fonction des pays. Je te donne un exemple très simple, mais aujourd'hui, tu veux faire une espèce de long drink avec la menthe. Quand il fait chaud, bah, tu prends une menthe, tu mets une rondelle de citron dedans et tu l'allonges avec de l'eau gazeuse. C'est hyper cool quand il fait chaud. Et comme elle est à 27 degrés, tu as quand même un drink qui a de la puissance. Par contre, la menthe, il y a très peu de pays qui en consomment, notamment chez les anglo-saxons. Donc, on sait que c'est pas du tout un truc, à moins qu'on arrive à faire une révolution de consommation chez eux, mais c'est pas du tout notre premier angle d'attaque. Mais tout à l'heure, tu parlais des ready to drink. Alors, on sait que par exemple aux US, ça marche hyper bien. Est-ce qu'un jour, on sera amené à faire des ready to drink avec ces liquides-là sur des cannes sur ce marché? Bah, peut-être. Donc aujourd'hui, on ferme aucune porte. On est plutôt à se dire comment on sert notre vision qui est quand même de faire plaisir à des gens avec des produits authentiques et des usages qui sont aussi faciles à reproduire. Parce qu'encore une fois, on ne fait pas des spiritueux vieillis pendant 25 ou 30 ans, même si on n'a rien du tout contre ça, hein, évidemment. Mais voilà, il faut être cohérent en fait du début à la fin avec notre vision. Ouais, non, mais c'est top. Et vous parlez d'ingrédients, moi, ça me fait penser à Hendrix aussi, qui a démocratisé sa marque avec le concombre. Là, vous parliez de roquette tout à l'heure, donc mettre un petit bout de roquette peut-être dans un cocktail, ça peut être intéressant. Ou même un cocktail chaud. Au final, les cocktails chauds, c'est pas si connu que ça, ou en tout cas, enfin, là, je sais même pas si j'arriverai à en sortir un, à part un grog, tu vois. Je sais pas si on peut dire que c'est un cocktail, ou un café Bélez, mais peut-être qu'il peut y avoir quelque chose avec ce côté un petit peu légume de la tomate.
Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Et concernant l'international, est-ce que les derniers salons que vous avez faits vous ont apporté peut-être des distributeurs, des propositions sur exporter vos divisions françaises là, vous parliez des pays anglo-saxons. Est-ce qu'il y a des choses qui se profilent? Heu, qui se profile à confirmer, mais en tout cas, oui, il y a plusieurs pays, qui montrent un véritable intérêt pour nos liqueurs, de par leur positionnement, hein. Véritablement, le côté français marche bien, tant dans les Nordiques, mais on a aussi, des touches, au Canada, par exemple, 2-3 touches en Asie. Après, on sait qu'il faut pas se précipiter non plus. Moi, j'ai souvent tendance à le rappeler, mais on n'a que 6 mois d'existence. On a déjà beaucoup de demandes, en France, qu'on construise bien notre marché. Bien sûr, on ira saisir, les opportunités, pas non plus à quel prix. Ça serait un peu con demain d'aller, casser la marque parce qu'on a fait un mauvais lancement, dans un autre pays ou qu'on s'est mis en risque, sur des stocks. Voilà, donc l'idée, c'est un peu une gestion malgré tout en bon père de famille sur les opportunités. Ce qui est hyper important, d'ailleurs, c'est ce qu'on fait, sur la France. On n'a aucun intérêt, nous, pour la grande distribution. Beaucoup d'autres boîtes, jurent que par la grande distribution parce que c'est toujours de la masse. Non, on veut construire cette marque véritablement en CHR, on veut démocratiser ses usages, on veut qu'elle soit reconnue avant d'aller faire du marché de masse et c'est pour ça qu'aujourd'hui on fait que du CHR, et aussi, du caviste qui est très important aussi pour la légitimité, pour la notoriété. Donc voilà, un petit peu chaque chose en son temps. Bien sûr, on va répondre, aux opportunités, à l'étranger qui nous semblent pertinentes, mais on veut bien le faire. Top, parfait. Bah, écoutez, moi, c'était un vrai plaisir. Le podcast va toucher à sa fin. Pour vous suivre, on peut aller sur arty-spirits au pluriel.com. On peut aller aussi sur Instagram, c'est bon, bah, sur Insta, arty.spirits. On peut vous trouver aussi sur LinkedIn, si vous voulez redonner vos prénoms ou votre meilleur point de contact. Le mieux, c'est LinkedIn, donc Nicolas Millet. Et sur LinkedIn, Julien, Artist Spirits, UAS, facile à trouver. Et ouais, on est open à la discussion. Encore une fois, tout ceci est une histoire d'apprentissage et d'itération, donc n'hésitez pas à nous solliciter. On répond présent à chaque fois. Carrément, top. Et puis n'hésitez pas, si vous nous avez suivis jusque-là, à mettre vos commentaires et vos réactions bah voilà, dans les commentaires LinkedIn, YouTube, à suivre le podcast, à suivre Arty Spirits et à déguster leurs produits qui sont vraiment top. Et je conseille le Tomato Spirits dans un tonic, tout simple. Ça fait un bon twist et ça fait parler en soirée. Voilà, Et il y aura un peu d'actualité, à venir avec des collabs, notamment. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous suivre. top, GG. Bon bah merci à vous deux et puis au plaisir, on se dit à très vite. À très vite, Paul. Merci Ludo, salut. Ciao. Salut.